Alors je vous montre tout ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. 4 sacs et un carton. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qu'on nous a donnés. Il y avait plus de 100 livres qu'on nous a donnés comme ça, voilà, tout simplement. Et puis donc, on les a récupérés et j'ai sélectionné ce que j'avais envie de lire moi. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plusieurs fois, plusieurs vidéos habillées de la même manière. C'est tout à fait normal. Peut-être que je vais filmer la plus grosse partie de ces vidéos le même jour. Et donc je divise tous ces sacs en plusieurs vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Tout faire en une seule vidéo, ça va être beaucoup trop long. Alors, j'ai mangé et je reviens vers vous avec cette longue série de vidéos de cette longue journée de tournage aujourd'hui. Je vais peut-être changer un peu d'angle parce que je trouve pas trop top. Donc je continue avec Freebooks, je vais vous montrer à peu près ce qu'on va avoir aujourd'hui, mais c'est pas sûr que tout rentrera dans les 30 minutes. Parce que je me suis promis de faire des vidéos pas plus de 30 minutes. Je vous montre comme ça, mais est-ce que ça sera tout ou pas? Je n'en sais rien. Tout ça, on y va. Ah, je vais changer juste un petit peu d'angle de caméra. Oh, c'est peut-être un peu mieux. Je suis peut-être aussi un peu trop habillée parce qu'en fait j'avais froid tout à l'heure. On verra. Est-ce que je vais enlever le haut ou pas? Là j'ai 3 couches. 1, 2, 3. Il fait pas froid dans la maison. C'est moi, je suis très fatiguée. Je saigne du nez tous les jours littéralement. Et j'ai tout le temps froid parce que je suis très fatiguée. C'est pas grave, on y va. Alors, on va commencer, si je voyais quelque chose, ce serait encore mieux. Ah, c'est mieux comme ça. Bon, je suis désolée, vous avez un gros plan sur ma figure, mais bon. Alors, on va commencer avec celui-ci et celui-là. Donc, Hélène Carrière d'Ancos, L'Empire éclaté, aux éditions Flammarion. Ça a l'air super intéressant. Surtout que ça me concerne. Ici, bon, c'est un vieux livre quand même, hein, il est bien chargé. Nous sommes ici à un peu plus de 300 pages et comme je vous ai déjà dit, je vais prendre au hasard des lectures qui me font envie. Là, tout de suite, je vais lire et je vais même faire non seulement les points de lecture, mais aussi des avis lecture qui vont concerner uniquement un seul livre par vidéo, où je vais peut-être détailler un petit peu plus ce que j'ai lu, d'en parler un petit peu plus au niveau du phrasé, au niveau des phrases que je sélectionne également, comme je vous faisais des exemples avant, et j'aimais beaucoup ce type de vidéo où je décortiquais vraiment les livres, les sujets. Le vent il est très fort, vous allez peut-être entendre des bruits, là j'ai entendu vraiment très fort le toit. Où il y aura pas mal de choses, le style et tout ça, j'aime bien décortiquer, donc j'ai perdu cette habitude parce que je voulais lire vite et beaucoup, parce que là vous voyez déjà cette pile là elle m'attend, hein. Et derrière il y a une autre grande étagère qui m'attend aussi de lecture, hein, sans compter tous les livres qui sont sur la table de chevet. Vous voyez plus parce que j'ai descendu par terre. On va commencer ce livre, n'est-ce pas? Allez, on y va. Résumé. Spécialiste internationale de l'Union soviétique. Hélène Carrière d'Ancos évoque le réveil des 100 nations soviétiques qui menacent l'existence même de l'URSS. Leur langue, leur culture, leur histoire sont dissemblables. Les voici à la recherche de leur patrimoine, de leur identité au lieu de se fondre au creuset de Brejnev. Si les Russes d'Europe contrôlent l'armée sur 101 généraux, 97 sont slaves, les autres ukrainiens, le Politburo où ils sont 90%, l'enseignement, les médias, la police, leur population décroît, alors que celle des républiques d'Asie centrale triple. Sait-on que les 50 millions de musulmans en URSS seront bientôt 80 millions? Leur bloc cohérent rassemble plus du 5e de la population soviétique. Pour eux, les enfants issus de mariages civils ne sont pas légitimes. Non seulement ils suivent la loi de l'islam, mais ils convertissent les nomades des montagnes à la frontière de l'Iran. Ils estiment que Marx n'est qu'un demi-prophète entre Bouddha et Jésus. De même, les anciens Mongols, les Tatars, les peuples du Caucase, les Kalmouks, normalement c'est les Kalmyks, les Samoyèdes, les 37 millions d'Ukrainiens, etc. tolèrent de plus en plus mal l'autoritarisme des Russes d'Europe. Ces nations revendiquent leur droit à l'autonomie tandis que se développe une vive conscience de leur histoire, de leur tradition. On assiste de même à une renaissance de la foi juive orthodoxe islamique chez les jeunes. Ce bouillonnement représente un élément d'insécurité. Devant le mouvement irréversible de l'hostilité des Provences, le pouvoir central est impuissant. De tous les problèmes auxquels doit faire face le régime soviétique, cette contestation est la plus irréductible. Est-ce la raison pour laquelle le pouvoir se durcit à l'intérieur tandis que l'Empire soviétique cherche à s'éteindre en Afrique? L'Empire éclaté est un livre chef-d'œuvre qui permet de comprendre un phénomène capital de notre temps. De quelle année date-t-il ce livre? Parce que 1978. Et j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui en fait. C'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Allons, la suite. Henri Amouroux. Moins politique, beaucoup moins politique que ça. Donc, Les Beaux Jours
Ah bah si, ça, non, c'est pas beaucoup moins politique, ça reste politique et historique surtout. Bah l'autre aussi était politique et historique. La grande histoire des Français sous l'occupation. Beau jour des collabos, juin 1941, juin 1942, aux éditions Robert Laffont. Ah oui, vous voyez, honnêtement, les gens, ils jettent des livres. Il y a beaucoup de livres qui sont jetés qui concernent la guerre. Je ne sais pas, est-ce qu'ils en ont marre tout simplement d'entendre tout ça, ou est-ce qu'ils veulent plus en entendre parler, ou est-ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils ont déjà appris quelque chose qui les intéressait et puis ils s'en débarrassent. 150 pages. Alors, Les beaux jours des collabos n'est pas un livre de polémique, mais comme Le peuple du désastre et 40 millions de pétainistes, un livre de vérité. Lorsque le 22 juin 1941, les Allemands attaquent l'Union soviétique, le collaborationnisme français, qui se nourrissait jusqu'alors d'anglophobie et d'antisémitisme, trouve ses véritables raisons d'être. La collaboration, telle qu'elle avait été évoquée à Montoire lors de la rencontre Pétain-Hitler, est soudain dépassée et le combat de l'Allemagne revêt pour bon nombre de Français l'allure d'une croisade à laquelle certains d'entre eux s'associeront directement en s'engageant dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme ou dans ces partis PPF, MSR, RNP, Francisme, Ligue française qui reprochent aux hommes de Vichy leur passivité et réclament un engagement sincère et total aux côtés de l'Allemagne. Qu'ils traitent de la collaboration d'État ou de la collaboration passion, qu'il évoque les circonstances Mers el-Kébir Syrie, à la suite desquelles Vichy a failli s'engager dans la co-belligérance contre l'Angleterre, qui raconte les aventures et les souffrances des hommes de la LFA, soumis aux rigueurs de l'hiver russe, Henri Amouroux, sans jamais négliger la documentation qui fait la force de toute son œuvre historique, met toujours en scène et fait vivre des hommes qui se retrouveront dans les beaux jours des collabos, comme d'autres se sont retrouvés dans ses précédents ouvrages. C'est lourd dans tous les sens du terme. Il est trop lourd ce livre et je pense qu'il va être très très complet. Oh mon Dieu, de quelle année date-t-il ? Là, j'en ai pour des semaines, je pense, à lire. Il est de 1978, bah pareil que l'autre, en fait. Et donc, ici, un petit peu de cet auteur, un journaliste historien, auteur de nombreux grands reportages et de plusieurs livres consacrés à la vie de la France et des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Henri Amouroux, né le 1er juillet 1920, a notamment dirigé entre mars 1968 et mai 1975 les quotidiens Sud-Ouest et France Soir. Aux côtés de Jean Gallois, il est actuellement co-directeur du journal Rhône-Alpes. Bon bah je pense que ça va être à peu près dans le même style hein, partout, ou peut-être c'est les derniers qui étaient dans ce style-là, je ne sais pas, on va voir bien. On verra bien, on va voir bien, ouais. Peut-être bien. Bon après là j'ai des livres qui n'ont pas du tout de résumé, donc je vais vous les présenter tout de suite là. J'ai la bouteille d'eau qui veut pas tenir debout, normal, sur un lit. Il y a un truc qui fait du bruit, mais je comprends pas ce que c'est, ça fait tic tic. Bon alors ici nous avons Lucky Luciano, Le Testament, Martin Gauche et Richard Amer. Là, on va parler, c'est aussi un côté historique, mais on va parler de toute autre chose, de la mafia, et je crois même de la mafia pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, j'ai un gros doute, mais j'avais déjà lu le résumé, ce qui m'a d'ailleurs attiré de garder ce bouquin pour l'instant et de lire un petit peu plus, alors que moi je suis pas du tout tout ce qui est drogue, mafia, alcool, tabac, ça m'intéresse pas du tout dans les bouquins, même dans la vie. Et donc du coup, je voulais pas trop le lire. Mais après, quand j'ai vu que ça a été lié, il me semble, avec la Seconde Guerre mondiale, je me suis dit ça peut être intéressant de savoir davantage. Donc ici, nous avons 491 pages. Donc c'est aussi un gros pavé, et je crois que c'est Flammarion aussi. Non, c'est France Loisirs. Ensuite, nous avons ce livre-là, Paul Lou Sulitzer, Les routes de Pékin, aussi aux éditions France Loisirs. Cet auteur, il écrit beaucoup sur la médecine. Il me semble qu'il était le médecin aussi, 464 pages. Il me semble qu'il était médecin. Je ne sais plus. Mais je crois que ce livre, il était aussi pas mal, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Lui, il en a énormément de bouquins. Notamment, il y en a beaucoup qui concernent vraiment l'hôpital, où il y a même les images sur les bouquins qui sont de l'hôpital, et on les a ramenés à l'hôpital, puisqu'on y va assez régulièrement, malheureusement. Donc, j'ai déposé là-bas, il y a une boîte aux livres, si vous voulez, donc j'ai déposé là-bas les bouquins. Alors, si on restait dans ce même sujet, qu'est-ce que je peux avoir encore concernant tout ce qui est guerre et tout ça, je ne sais pas s'il y en a encore ici. Je ne sais pas, bah écoutez, on va y aller comme ça vient. J'ai pas l'impression d'avoir des livres. Je vais vous présenter celui-ci, Guy Descartes, La Révoltée, roman aux éditions Flammarion. Ce sont des livres assez âgés, ceux-là. Et celui-ci même, je crois qu'il est relié. 314 pages.
De quelle année? Il est 1968. Et je crois que celui-ci, il était pas mal. Le procès de la révoltée est certainement l'une des énigmes criminelles les plus curieuses et les plus passionnantes qui a été présentée depuis longtemps à la curiosité du lecteur. Valérie Lebrun, qui est à la fois l'héroïne et l'inculpée de ce fantastique procès, est accusée d'avoir tué alors qu'elle était étudiante en droit et qu'elle venait d'atteindre sa majorité. Son père adoptif, grand industriel du bassin lorrain. Elle refuse obstinément d'avouer les raisons de ce crime. Victor Delio, qui a la lourde tâche de la défendre. Les lecteurs de La Brute, ce célèbre roman couronné par l'Académie française et traduit en 18 langues, se souviendront sans doute de ce vieil avocat spécialiste de la correctionnelle. Une fois encore, il se trouve appelé à plaider presque malgré lui, dans une affaire d'assises. À cette occasion, il réussit à faire surgir de l'obscurité voulue où elle se cache la vraie mère de Valérie, qui est une gitane. Dès lors, un conflit sans merci se livre au cours du procès entre celle qui a donné la vie et ceux qui ont profité de l'adoption pour assurer leur lignée. C'est tout le problème de l'adoption qui est en cause. C'est aussi une admirable histoire d'amour où Valérie est déchirée entre la passion très sincère que lui porte un jeune ingénieur, Gilles Burnier, et l'impitoyable rivalité opposant sa vraie mère à sa mère adoptive. L'avocat parviendra-t-il à arracher Valérie au tragique destin qui l'attend si sa culpabilité est reconnue sans circonstances atténuantes? Voilà, assez intéressant, j'ai envie de vous dire. Ensuite, nous sommes ici du monde entier, au Père Olof Sundman, l'enquête, roman traduit du suédois par Monique d'Argentré-Rask, aux éditions Gallimard. Bon, dis donc, c'est pas vraiment des pavés, mais le descriptif derrière, c'est dingue ça. On a ici Mégalithe de Bretagne, une petite carte postale de quelqu'un qui avait écrit à quelqu'un pour Paris. J'aime pas du tout ce police, 206 pages, mais le police, ça me dégoûte, j'aime pas les polices comme ça me donne même pas envie de lire. Mais vu que c'est un suédois, j'ai envie de découvrir. Je vais vous lire d'ailleurs qui c'est que cet auteur. Per Olof Sundman est né le 4 septembre 1922 à Vaxholm, près de Stockholm. Il est élevé principalement à Stockholm. Son père meurt en 1924, quand il avait 2 ans en fait. Sundman s'établit en 1949 dans le Jämtland, province du nord de la Suède, où il possède des forêts, une ferme et un petit hôtel touristique. Il y reste jusqu'en 1963. Entre 1954 et dans l'Assemblée de la commune, Sundman dirige d'abord la commission chargée de discuter les salaires des employés municipaux et de surveiller la vente de l'alcool. En 1957, il devient membre du comité directeur de la commune et il en devient directeur à partir de 1959. En 1963, il quitte le Jämtland et s'établit près de Stockholm, membre de l'Association des écrivains du Norrland depuis 1957, du comité culturel du Parti agraire depuis 1959. Il est actuellement membre du comité directeur de la Société des écrivains suédois. Il fait partie des premiers écrivains suédois qui reçoivent un traitement de l'État. En 1972, le Grand Aigle d'Or du Festival de Nice lui a été attribué. Bon, depuis, les choses ont changé, je suppose, hein, ça date quand même. Donc, ce livre, d'ailleurs, de quand il date? De 1958, dans son propre édition, et daté Gallimard, 1976, traduit. Donc, une note liminaire de l'auteur dit ceci sur l'enquête. Mon récit se déroule dans un village du Nord, dans une vallée de lacs et de montagnes proches. Dans ce village, une centrale hydroélectrique est en chantier. Un des principaux personnages de cette histoire est président de la commission de tempérance locale. J'habite moi-même dans un village du Nord, dans une vallée, et je peux voir les montagnes de ma fenêtre. Dans mon village, il y a une centrale électrique de construction récente. Je suis en outre président de la commission de tempérance de ma commune. Vous voyez, la biographie, elle était pas mal, de connaître un petit peu ce que c'est comme personne, comme auteur, pour peut-être comprendre un petit peu son enquête. Ces raisons m'obligent à déclarer formellement que les personnes et les événements dont je parle ont été inventés par moi de toutes pièces pour les besoins de mon récit. Quel est donc ce récit dont la note qui précède donc bien le ton? Il dure le temps d'une journée et retrace l'enquête menée par Erik Olafsson, estimateur de bois ou pousseur, et président de la commission de tempérance sur le maître d'œuvre de la centrale électrique en construction. L'ingénieur Lundgren, que l'on soupçonne d'alcoolisme. L'essentiel de l'enquête est aussi peu policière que possible. A lieu sur le chantier et consiste en de simples conversations avec les proches de l'ingénieur et son adjoint, sa femme, puis pour finir avec Lundgren lui-même. Au soir, questionné à son tour sur ce qu'il a appris et sur le parti qu'il va prendre, Olofsson ne fera que des réponses évasives. Attitude qui traduit moins son incertitude ou sa peur supposée qu'une énigmatique sagesse, qu'il en viendra d'ailleurs à exprimer tout naturellement sous forme de parabole,
et dont la conclusion pourrait être « Il y a des hommes qui ne se sentent pas bien s'ils ne font pas certaines choses, ou il n'est pas nécessaire de vouloir toujours tout expliquer. » Pratique. Les lecteurs des précédents livres de Sundman retrouveront ici la démarche singulière de ce romancier du Nord et son efficacité surprenante. Par les moyens les plus simples, en des phrases et par des mots réduits eux-mêmes à la simplicité, Sundman parvient à ce résultat que tant d'auteurs de récits poursuivre sans l'atteindre et ne rien simplifier. C'est la profondeur de ce livre, un livre concret et même limpide dans tous ses détails, que l'on puisse en faire plusieurs lectures, selon l'une ou l'autre de ses dimensions. Peu de récits rappellent aussi fortement que, loin de nuire à la profonde complexité des choses, il existe une certaine simplicité difficile qui permet seule, au contraire, d'en rendre facile, je ne sais pas, avec les mots simples, peut-être qu'il en parle avec les mots simples, mais alors le sujet est loin d'être facile, ou alors il est tellement tourné qu'il me paraît hyper difficile. On verra bien. Je me demande si ça va parler d'écologie, en fait. Je ne sais pas quelle enquête il va mener. Ensuite, on va voir ce livre-là de Gilles Jacob, Le fantôme du capitaine, aux éditions Robert Laffont. Je n'ai pas de résumé sur ce bouquin. Je ne sais pas si c'est pas ça qui veut dire... Ah bah attendez, ça m'a paru intéressant. Bon, je n'aime pas non plus les pages blanches et immaculées comme ça dans les bouquins. Je ne sais pas parce que toujours ça me fait penser à une brochure. Enfin bon. Nous sommes ici à 338 pages. Donc ici, nous allons retrouver lettre à Juliette, je ne sais pas qui, puisque c'est effacé, c'est pas bien. Premières épreuves non corrigées. Ah, mais c'est pas un vrai livre. Ce sont des épreuves non corrigées. Bah, c'est le deuxième que j'ai. On n'avait jamais eu encore des épreuves non corrigées. Là, c'est le deuxième fois que je tombe dessus. C'est pour ça, peut-être le papier comme ça. Et puis, c'est bizarre d'avoir des éditions de Robert Laffont dans cet état-là. Donc, les lettres à Juliette Tatata, Cary Grant, Catherine Deneuve, Woody Allen, Don Quichotte, Federico Fellini, La Petite Sirène, Conan Doyle, Philippe Noiret, Alain René, Harpo Marx et Jane Fonda. Ça peut être sympa. Puis il y a un livre qui m'a intriguée. 20 décembre 1998 de Sylvain Quinquin. C'est un roman, Le jour de notre mort. Je suis née le 20 décembre, donc ça m'a interpellée. Bon, je suis pas née en 98, je suis née en 82, mais j'avais envie de découvrir, juste peut-être parce qu'il y a la date. Donc c'est aux éditions de Noël. De quand date ce livre d'ailleurs? De 1972. Oh, l'odeur du vieux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a été très très mal conservé, mais par contre, le police, j'aime beaucoup. La police, je crois, on dit plutôt que je sais jamais. Donc la police, j'aime beaucoup parce que c'est assez gros, c'est assez compréhensible. J'aime bien quand c'est la police qui est comme ça dans des vieux bouquins. Nous ne sommes pas loin de 300 pages ici. Alors je vous lis la 4e. Ils sont là, à passer la soirée dans un quelconque appartement d'une petite ville. Peintres, amateurs de peinture et leurs épouses qui boivent et discutent d'art. Une angoisse pèse cependant sur eux, celle de la stérilité pour Jean-François qui ne peut plus peindre, celle de la folie pour sa femme, Solange, qu'un viol subi au seuil de l'adolescence a plongé dans la névrose. Et cette anxiété latente se meut à une menace précise. Le dernier des invités annonce l'arrivée en ville d'un ami depuis longtemps perdu de vue, lequel a pour intention de rendre visite à chacun. C'est en vain qui voudront l'éviter, fuir sa présence, lui échapper. Cet homme sait tout. Il vit déjà dans le futur. Sa fatalité consistera à fixer leur sort, tous, en même temps que l'avenir de la ville, des arts, du monde. Qui est-il? Au choix pour le lecteur. Le destin, la fin des temps, la mort, ou le romancier omniscient qui, en voulant créer la vie, en poursuit malgré lui l'extinction. Mais intéressant. C'est bizarre, j'entends ce bruit là à l'intérieur. Je pensais que c'était sur le toit. Non, c'est ici. C'est mes sacs des livres, je comprends pas, bref. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter encore ici? Tiens, celui-ci. Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham. Édition de l'Évier. En très très bon état celui-là. On n'est pas très loin de 300 pages ici. L'écriture aussi est assez grosse, assez agréable à l'œil. Alors, les éditions de l'Olivier, je suis pas fan. Mais bon, j'avais envie de découvrir quand même. La crise. En fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est des livres gratuits, je m'en fous. Si j'étais amenée à les acheter, j'aurais réfléchi peut-être à 1000 fois. Là, à 1000 fois. Là, comme c'est donné ou comme c'est trouvé, je m'en fous en fait. Si j'ai envie, je le lis. Si j'ai pas envie, je le lis pas, je l'abandonne. Je le donne après, je le mets dans la boîte aux livres, je le vends, enfin bon, peu importe. Ou je le garde si j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de freebooks et notamment vous verrez s'il va y avoir que des lectures où il y aura aussi des abandons. La crise, on ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire ni comment en prendre à la mesure. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et pourtant autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place. J'ai décidé de partir dans une ville
française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. J'ai loué une chambre meublée. Je ne suis revenue chez moi que 2 fois en coup de vent. J'avais trop à faire là-bas. J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers et je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. Je suis devenue blonde. Je n'ai plus quitté mes lunettes. Je n'ai touché aucune allocation. Il était convenu que je m'arrêterai le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherai un CD. Ce livre raconte ma quête, qui a duré presque 6 mois, de février à juillet 2009. J'ai gardé ma chambre meublée, j'y suis retournée cet hiver à écrire ce livre. Florence Aubenas. Née en 1961, Florence Aubenas a fait la plus grande partie de sa carrière de journaliste à Libération, avant de devenir un grand reporter au Nouvel Observateur. Depuis juillet 2009, elle est présidente de l'Observatoire international des prisons. Voilà, donc je me suis dit aussi que même s'il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des abandons ou autres désirs de ne pas continuer la lecture, malgré tout, cela peut vous donner des avis, des idées concernant les sujets de chacun de ces livres, puisque je vous donne des résumés de ces livres, donc ça peut quand même être utile, je trouve. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Moi, je vais continuer de filmer, donc je vais changer de plan parce que je n'aime pas du tout cet encadrement là que j'ai fait. Je vais changer et puis je vais continuer, j'en ai encore pour au moins 4 vidéos. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Ne soyez pas étonnés que je suis habillée à nouveau pareil dans des prochaines vidéos parce que tout est normal, ça se passe le même jour pour moi. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.